Tout a basculé à Ouagadougou le jour où une loi inattendue a bouleversé la planète. Ce n'était pas un coup d'État ni une révolution de rue, mais un simple texte législatif, adopté dans l'enceinte feutrée d'une Assemblée nationale. Pourtant, son onde de choc a traversé l'Afrique et le monde, remettant en cause des siècles d'habitudes, de domination et de rapports de force économiques. Imaginez, le Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest souvent relégué en marge des grands débats, adopte un texte court mais explosif. Désormais, toute multinationale qui engrange des profits sur le sol burkinabé doit y établir son siège principal. Les mastodontes de la finance, installés confortablement à New York, Paris ou Londres, sont soudainement forcés de regarder vers Ouagadougou. Le centre de gravité économique vient de changer d'orbite. Ce bouleversement n'est pas qu'une affaire de paperasse. Il renverse la logique même du capitalisme globalisé. On ne pourra plus extraire les richesses africaines sans en assumer les conséquences locales. Si vous gagnez de l'argent ici, vous devrez vivre ici, marcher sur la terre rouge, ressentir le pouls de la vie que vous transformez en statistique. Ce principe d'apparence simple bouleverse l'ordre établi. Pour la première fois, une nation ose défier des siècles de fuite de valeurs. Mais l'audace a son prix. La pression internationale risque d'être féroce. Entre la chance de garder la richesse, la compétence et le pouvoir de décision au pays, ou la menace de tout perdre sous la pression des intérêts mondiaux, le pari est colossal. Quelle est donc cette loi qui fait vaciller les puissants, et pourquoi tant de secousses ? Pour comprendre l'origine de cette révolution, il faut revenir aux coulisses d'un vote historique. Comment une idée aussi radicale a-t-elle vu le jour à Ouagadougou ? Pourquoi les décisions sur les richesses africaines étaient-elles presque toujours prises à des milliers de kilomètres ? Regardez une carte du continent. L'or du Burkina Faso, le pétrole du Nigeria, le cacao de la Côte d'Ivoire. Ces trésors naissent ici, mais c'est ailleurs qu'ils prennent toute leur valeur, loin des villages et des villes qui les voient en partir. Pendant des décennies, les centres de pouvoir n'étaient ni à Ouagadougou, ni à Lagos, ni à Abidjan. Paris, Londres, Toronto, là où tout se négociait. Les sièges, les conseils d'administration, les bureaux où se fixaient un salaire, taxes et durée de contrat, tout se décidait en dehors du continent. L'Afrique offrait la matière, mais pas la décision. Il suffit de se rappeler les débats houleux sur la fixation du prix du cacao, souvent arbitrés à Londres ou à New York, alors que les producteurs ivoiriens n'avaient non que peu de marge de manœuvre. Le constat est cruel. Pour chaque dollar extrait, seule une poignée de centimes restait au pays. Le reste filait dans des comptes offshore, gonflait les bilans de groupes géants. Les mines pouvaient valoir des milliards, mais les communautés locales ne voyaient presque rien. C'était comme si, après avoir festoyé chez vous, on emportait la vaisselle sale ailleurs, ne laissant que miettes et chaos. Pour illustrer, prenons le cas du pétrole nigérian. Chaque année, des centaines de millions de barils sont exportés. Pourtant, la manne pétrolière ne profite qu'à une infime élite et surtout à des groupes étrangers. Les villages de la région du delta du Niger restent pauvres, leurs rivières polluées, tandis que les sièges des sociétés pétrolières se situent à Houston, Londres ou La Haye. Ce système a coûté à l'Afrique bien plus que de l'argent. Il a arraché des emplois, brisé l'émergence d'experts locaux, vidé les universités et surtout volé une chose précieuse, la capacité de choisir et d'inventer son propre chemin. Les décisions se prenaient au-dessus de la tête de millions d'Africains, souvent contre leur intérêt. La mondialisation s'est muée en dépossession, et chaque génération a vu s'envoler des centaines de milliards vers d'autres horizons. On peut comparer ce phénomène à l'histoire de l'Inde coloniale, qui produisait du coton et des épices exportées vers l'Angleterre, où la valeur ajoutée était créée dans les filatures et les ateliers britanniques, laissant l'Inde dépendante et appauvrie. Ce modèle de délocalisation de la richesse et de la décision a souvent empêché l'émergence de pôles industriels locaux. Si cela continue, le piège se referme, dépendance à l'aide, fuite des cerveaux, perte de voix sur la scène mondiale. Les jeunes talents partent, les profits s'échappent, la dignité s'effrite. L'Afrique risque de rester simple spectatrice de sa propre histoire, voyant ses atouts se dissoudre ailleurs, génération après génération. Mais un jour, le Burkina Faso a osé poser la question qui dérange, celle qui fait trembler tout l'ordre établi. Et si pour la première fois, une loi imposait aux multinationales une présence réelle sur le sol africain ? Que se passe-t-il quand la souveraineté économique n'est plus négociable ? Et si gagner de l'argent signifiait vivre là où il est gagné ? C'est le pari radical de la nouvelle loi burkinabé, qui bouleverse les logiques du capitalisme contemporain.
Désormais, toute entreprise étrangère qui engrange plus de 5 milliards de francs CFA, soit près de 8 800 000 $, doit ouvrir une présence physique au Burkina Faso. Fini l'ère des profits distants. On ne peut plus rester caché derrière des écrans, invisibles à des milliers de kilomètres. Pour continuer à bénéficier du pays, il faut marcher dans ses rues, respirer son air, rencontrer celles et ceux qui font tourner l'économie. Prenons un exemple concret. Une grande compagnie minière canadienne, qui jusqu'alors gérait toutes ses opérations africaines depuis Toronto, doit maintenant installer ses équipes dirigeantes à Ouagadougou, embaucher des cadres locaux, collaborer avec les universités du pays et rendre des comptes non plus à distance mais en face à face. Cela change tout. La communication, la gestion des conflits, la réactivité, mais aussi l'engagement sociétal. Un bouleversement profond. La présence rime désormais avec responsabilité. Les bénéfices en sont indissociables de la vie locale. Chaque entreprise doit assumer non seulement ses gains, mais aussi son influence, son engagement social, son devoir de clarté. Adieu le capitalisme d'extraction, rapide et froid. Place à un capitalisme d'ancrage, enraciné dans la terre burkinabé. Là où l'on se contentait de prélever, la loi exige aujourd'hui d'investir, de renforcer l'écosystème, de nourrir la prospérité sur place. Pour la première fois, la loi n'est pas une barrière, elle agit comme un miroir. Elle oblige chaque acteur à voir l'impact réel de ses choix. Ceux qui voient passer les camions de minerais chaque matin profiteront-ils de la richesse créée ? Le succès des firmes se traduira-t-il par des emplois, des formations, une jeunesse qui monte en compétences ? On peut comparer cette révolution au New Deal américain des années 30, quand l'État fédéral imposa des règles strictes aux grandes entreprises pour qu'elles contribuent à la relance sociale et à la création d'emplois, au lieu de ne penser qu'aux dividendes des actionnaires. Le pari est risqué, la tension palpable. Les multinationales peuvent partir, emportant avec elles des milliards, des emplois, des espoirs, ou relever le défi, changer leur modèle et contribuer à une croissance plus juste, plus fière, plus enracinée. Tout se joue ici, la souveraineté, la maîtrise de l'avenir, la fierté de décider en son nom sur sa propre terre. Mais comment cette loi a-t-elle vu le jour et quelle résistance a-t-elle déjà suscité ? Plongeons dans les coulisses d'une décision qui fait trembler les puissants. La genèse de la loi commence au détour d'une réunion de hauts fonctionnaires burkinabés, lassés de voir défiler les rapports d'audit montrant l'hémorragie financière. Inspirés par des économistes africains et des expériences menées au Ghana et en Afrique du Sud, ils rédigent un projet qui, d'abord, fait sourire par son audace. Mais très vite, la colère populaire, alimentée par les inégalités criantes, pousse les élus à s'unir autour de l'idée. Les débats parlementaires sont houleux. Certains craignent les représailles internationales, d'autres y voient une chance unique de changer le destin national. La pression des lobbies étrangers est immense. Des représentants d'entreprises minières, de banques, d'agences de notation, multipliant les rencontres, menacent de retirer leurs investissements. Mais pour la première fois, la société civile burkinabé se mobilise. Manifestations, tribunes dans la presse, pétitions. Les syndicats rejoignent le mouvement, rappelant l'hécatombe sociale des fermetures d'usines sans dialogue réel avec les salariés. Finalement, la loi est votée à une large majorité, dans une atmosphère électrique, sous le regard inquiet des ambassades étrangères. Quand l'argent ne s'envole plus, il circule. Et soudain, tout change. Depuis l'adoption de la loi, le Burkina Faso se métamorphose. Sur les chantiers, des milliers de bras burkinabés posent pierre après pierre. L'explosion de la construction locale n'est pas qu'un symbole. Elle génère des dizaines de milliers d'emplois indirects dans le transport, la logistique, la restauration et la fabrication de matériaux. Partout, les sièges sociaux deviennent bien plus que des bureaux pour cadres. Ils se transforment en lieux d'apprentissage, où jeunes diplômés et ouvriers côtoient étroits des professionnels venus d'horizons divers. Chaque chantier devient une école vivante, chaque réunion un espace d'échange et de montée en compétences. Un exemple frappant, une grande entreprise agroalimentaire française, contrainte de délocaliser son siège régional à Ouagadougou, a ouvert un programme de formation destiné aux jeunes ingénieurs burkinabés, financé par ses propres fonds. En moins d'un an, plus de 150 jeunes ont été formés, certains recrutés dans l'entreprise, d'autres devenus entrepreneurs à leur tour. Mais le changement le plus profond ne se voit pas à l'œil nu. Désormais, l'argent ne fuit plus les frontières. Il irrigue d'autres secteurs. Il finance la construction d'écoles, d'hôpitaux, de routes. Il alimente les entreprises locales, encourage l'entrepreneuriat et ranime les petites industries.
Un effet multiplicateur se propage. Chaque franc investi sur le sol burkinabé suscite de nouvelles opportunités. Ce modèle inédit rapproche industrie, formation et société. Les entreprises, en s'implantant, tissent des liens avec les universités, soutiennent la recherche, participent à la vie communautaire. La frontière entre l'économie et le social s'estompe, créant un terreau fertile pour l'innovation et l'inclusion. Au-delà du matériel, c'est l'esprit même du pays qui évolue. On passe de l'attente à l'action, de la dépendance à la dignité. Voir fleurir des sièges dans les quartiers, sentir l'énergie de la création collective, inspire une nouvelle fierté. Les jeunes ne rêvent plus seulement d'exil ou de contrats précaires, ils se voient bâtisseurs de leur propre avenir. Le Burkina Faso n'est plus seul. Du Nigeria au Kenya, en passant par le Ghana et l'Afrique du Sud, d'autres pays observent, s'interrogent et commencent à envisager des lois similaires. La dynamique burkinabé trace une voie, prouvant qu'un autre rapport à la richesse et à la souveraineté est possible. Des délégations africaines viennent à Ouagadougou pour comprendre les modalités d'application, discuter des écueils et des réussites. On organise des conférences régionales où les experts partagent les meilleures pratiques. Certains pays, comme le Sénégal, lancent des consultations citoyennes pour adapter cette idée à leur propre contexte. Mais ce basculement n'est pas sans risque. En exigeant la présence et la responsabilité des multinationales, le continent africain peut enfin passer du statut de fournisseur à celui de décideur. Pourtant, l'opposition internationale s'organise. Certaines grandes entreprises menacent de partir, des pressions politiques s'intensifient et une guerre de l'image s'engage dans les médias mondiaux. On se souvient de la réaction des compagnies pétrolières en Norvège dans les années 50, quand le gouvernement imposa une forte présence locale et un réinvestissement massif des profits dans le pays. Beaucoup avaient prédit une fuite des capitaux, mais la Norvège est devenue l'un des pays les plus stables et prospères du monde grâce à la gestion souveraine de ses ressources. Sur le terrain, les défis demeurent. Infrastructures fragiles, formation à accélérer, équilibre à trouver entre ouverture et protection. Chaque pas en avant doit être défendu. Pourtant, le Burkina Faso persiste. Ici, la souveraineté n'est plus un slogan mais un acte quotidien. Chaque mur élevé, chaque jeune formé, chaque entreprise implantée redéfinit le possible. Face à la résistance extérieure et aux défis internes, le Burkina Faso doit continuer à innover, à forger des alliances et à renforcer son modèle. Reste à savoir s'il parviendra à transformer cette audace en réussite durable. Mais l'histoire n'est pas encore écrite. Une nouvelle bataille se prépare, où chaque choix comptera pour l'avenir du pays. Bâtir la souveraineté ne se limite pas à voter une loi. Il faut façonner, transmettre, persister chaque jour. À Ouagadougou, le bourdonnement des chantiers s'accompagne d'autres sons, des voix de jeunes, de formateurs, d'ingénieurs qui se croisent et s'interpellent. Les nouveaux investissements ne se contentent plus de creuser la terre ou d'installer des sièges sociaux. Ils irriguent désormais les écoles techniques, les universités, les ateliers de gestion. Sous le soleil, dans la poussière, la jeunesse burkinabé apprend à concevoir, réparer, imaginer, sur un sol où, autrefois, la richesse ne faisait que passer. Chaque grue, chaque panneau solaire, chaque sillon de fibre optique incarne la promesse d'un lendemain différent. Les chantiers deviennent des salles de classe à ciel ouvert. Les ouvriers côtoient les étudiants, les artisans partagent leurs gestes avec des ingénieurs revenus de l'exil. Ici, la transmission s'opère dans l'effort et la lumière. La souveraineté ne s'apprend pas dans une salle étrangère, mais en reconstruisant pierre après pierre chez soi. Peu à peu, une génération nouvelle d'entrepreneurs et de professionnels émerge armés de savoirs forgés localement. Les ingénieurs imaginent les quartiers intelligents, les comptables du cru gèrent les budgets croissants, les artisans inventent des matériaux adaptés au climat. L'esprit d'initiative s'invite dans la vie quotidienne, et l'avenir se construit ici, sans attendre de miracles venus d'ailleurs. La transformation saute aux yeux. Les murs se couvrent de fresques célébrant l'histoire du Burkina Faso. Les places publiques arborent des symboles d'appartenance, des slogans rappelant que la souveraineté est une expérience vécue, partagée, affichée. La ville, naguère morcelée, devient le décor d'une fierté retrouvée. Rien n'est parfait. Les routes restent cabossées. L'électricité hésite, les obstacles ne s'effacent pas en une seule nuit. Mais la perfection n'est pas requise pour avancer. Il faut oser, trébucher, apprendre en marchant. Les institutions solides ne naissent pas d'un décret, mais d'une pratique patiente, d'une volonté recommencée chaque matin. Ici, le mot « souveraineté » cesse d'être une abstraction. Il devient verbe, il devient acte. À Ouagadougou, on la façonne, on la transmet, on l'incarne.
Le défi immense consiste à transformer cette énergie en institutions pérennes, en innovation durable. Tout dépend désormais de la capacité à maintenir l'élan, à refuser la routine, à faire de chaque progrès la fondation du suivant. Entreprendre pour soi-même, sur son propre sol, c'est accepter de grandir à travers ses erreurs, de progresser sans attendre que tout soit parfait. Le Burkina Faso l'a compris. La souveraineté ne se copie pas, elle se bâtit pas à pas. Elle exige du temps, de la patience et une humilité sans cesse renouvelée. Mais si la souveraineté se construit à coups d'efforts collectifs, elle reste fragile. La moindre faille peut attirer de nouveaux prédateurs ou relancer d'anciennes dépendances. Et si une simple adresse pouvait changer le destin d'un continent, ce n'est pas une image, c'est désormais la loi au Burkina Faso. Toute entreprise qui veut bâtir sa fortune sur cette terre doit y planter son drapeau. Une adresse, un siège, des visages. Cela paraît banal, presque administratif, mais c'est une secousse qui traverse l'ordre mondial. Car derrière chaque adresse, il y a l'exigence d'être là, de s'engager, d'assumer un bout de l'histoire commune. Pensez-y bien. Pendant des décennies, l'Afrique a vu s'évaporer ses richesses, ses cerveaux, et parfois même sa voix. L'avenir de millions d'hommes et de femmes s'est souvent décidé à des milliers de kilomètres, dans des bureaux feutrés où l'Afrique n'était qu'une ligne sur un tableau. Cette distance n'était pas neutre, elle était la vraie matrice du pouvoir. Aujourd'hui, le Burkina Faso brise cette distance, inverse la logique ancienne de l'extraction sans retour. Ce geste modeste en apparence est en réalité une révolution lente mais profonde. Exiger que l'on vive là où l'on gagne de l'argent, c'est contraindre les puissants à croiser le regard de ceux dont ils tirent tant leur fortune. Ce n'est plus une affaire de signature à distance, mais de cohabitation. Ce n'est plus une logique du passage, mais une logique de partage. Il faut désormais respirer le même air, arpenter les mêmes rues, affronter ensemble les mêmes manques et les mêmes espoirs. Dans chaque rue, chaque chantier, chaque école ouverte, le Burkina Faso ne se limite plus à réclamer sa part. Il bâtit, pierre après pierre, une souveraineté visible et vécue. Ce n'est pas un repli. C'est une main tendue, une invitation à construire une économie commune où la dignité ne se marchande plus et où la présence physique devient la première des responsabilités. On ne peut pas aimer une terre de loin. On ne peut pas respecter un peuple sans le connaître. Ce choix n'est pas sans péril. Il y a encore des pannes d'électricité, des routes inachevées, une pénurie de spécialistes et d'immenses défis à relever. Mais chaque entreprise qui accepte la règle s'inscrit dans l'histoire. Elle devient actrice du changement et non plus spectatrice d'une mondialisation hors sol. Rester à distance, c'est laisser filer l'occasion d'inventer une page nouvelle pour l'Afrique, et peut-être pour le monde entier. Regardez bien. En refusant d'être une simple ligne sur un contrat, le Burkina Faso a ouvert la voie à une mondialisation différente. Une mondialisation qui ne serait plus fuite, mais enracinement. Une mondialisation où l'on n'oppose plus identité et ouverture, mais où l'on cherche un équilibre neuf, local et global à la fois. Pour concrétiser ce modèle, les autorités burkinabées ont mis en place un programme d'accompagnement des entreprises, guichet unique pour l'installation des sièges, incitation fiscale pour l'embauche locale, création de pôles de formation adaptés aux besoins des investisseurs. Des exemples concrets émergent. Une société de BTP espagnole a cofinancé une école technique dans la banlieue de Ouagadougou, formant chaque année plus de 200 ouvriers qualifiés. Alors, chacun de nous est interpellé. Allons-nous regarder l'histoire depuis la fenêtre, ou entrer sur le terrain pour saisir la plume? Le courage de réécrire les règles n'appartient pas à un seul pays. Il naît partout où l'on décide que la dignité n'est pas négociable, que la richesse doit bénéficier à ceux qui la créent, que la présence compte plus que la promesse. Si le Burkina Faso a pu semer ce changement, qu'attendons-nous pour inventer, chez nous aussi, des lois qui forcent la responsabilité? Qu'attendons-nous pour exiger que chaque investissement laisse une empreinte humaine et durable dans nos rues, nos écoles, nos hôpitaux? La souveraineté n'est pas une incantation. Elle se bâtit brique après brique, présence après présence. Le chemin reste ardu. Pour éviter les écueils, les experts burkinabés recommandent plusieurs étapes concrètes. Encourager la montée en compétences des jeunes locaux, renforcer la transparence des contrats, développer des infrastructures adaptées et garantir un climat des affaires stable. Il s'inspire des modèles asiatiques, comme celui de la Corée du Sud, qui a imposé progressivement des transferts de technologie et la participation locale dans les grandes entreprises étrangères. Et vous, où poserez-vous votre adresse? Serez-vous de ceux qui écrivent dans l'histoire ou de ceux qui la regardent défiler? Le choix est là, et il n'a jamais été aussi pressant. Ainsi se referme la question. Le pari burkinabé n'est pas seulement une affaire de loi.
mais un appel à la responsabilité, à l'audace et à la solidarité des peuples. L'histoire retiendra peut-être que tout a vraiment commencé le jour où, à Ouagadougou, une adresse est devenue synonyme de destin partagé.